Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Déjà merci à tous de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux. On est à plus de 900 abonnés. Bientôt 1000, je pense qu'on fera une FAQ quand on dépassera les 1000 abonnés, on expliquera notamment l'aspect financier, comment on a pu acheter la maison, qu'est-ce qu'on fait aussi comme travail, ça ira de pair. Et on se retrouve pour vous parler des artisans qui sont intervenus sur la maison, vous donner notre retour d'expérience et nos conseils si vous démarrez une rénovation ou si vous avez prévu de le faire dans les prochains mois. Et ensuite, on fera un petit focus sur une arnaque, mais pour le coup, vraiment une grosse arnaque qui nous a coûté plus de 8 000 € et qui a bien impacté les travaux et leur avancée. Normalement, quand on avait acheté la maison, j'avais fait un planning, un rétro-planning, où à cette époque de l'année, en janvier, tout devait être terminé, la dépendance devait être terminée, je devais avoir acheté mon ULM. Alors on était sûrement très ambitieux dans le planning et dans les coûts. Et pour moi, on a eu plutôt des mésaventures, notamment liées aux artisans, et c'est l'objet de la vidéo. On a décidé de vous faire la vidéo en deux parties. La première sur les avantages de passer par un professionnel pour les travaux de rénovation, et la seconde partie sur les inconvénients, et notamment avec des exemples de nous, ce qu'on a vécu. Le premier avantage de passer par un professionnel, en théorie, c'est l'assurance d'avoir un travail optimal, bien réalisé. Nous, par exemple, on n'y connaissait rien en travaux, on n'était pas forcément manuel, donc on s'est dit naturellement qu'on allait garder un budget pour faire intervenir des professionnels. On avait emprunté un petit peu plus d'argent à la banque pour avoir cette marge pour les travaux et faire appel à différents artisans pour différents travaux. On avait commencé avec le toit de la véranda, on vous montrera des photos, le toit de la véranda menacé de s'écrouler. C'était vraiment en très mauvais état, les poutres étaient pourries, enfin voilà, on était obligé d'agir là-dessus et c'est vrai que c'était une grosse dépense qu'on n'avait pas prévu d'engager de suite. On savait que c'était en mauvais état. Moi j'avais budgétisé 300 €, j'ai vu qu'on pouvait mettre à coup de seringue du durcisseur de bois parce que les poutres étaient un petit peu abîmées avec l'humidité. Et bon, je pensais faire un peu du bricolage là-dessus. Finalement, on a préféré prendre l'option plus safe de l'artisan qualifié. Et ça nous a coûté, j'avais noté 7 000 € la toiture de la véranda. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment très très cher, 7 000 € parce que il a simplement enlevé les poutres qui étaient remplies d'humidité pour les remplacer. Mais c'était clairement le devis le moins cher qu'on avait. Après, il y avait d'autres solutions avec par exemple de l'inox ou des choses comme ça, mais évidemment ça coûtait beaucoup plus cher. Ouais, on était dans les 40 000 € de devis pour et là, l'aluminium. 7 000 €. Alors pour les 7 000 €, je tiens à préciser qu'il n'a pas posé la toiture. C'est simplement les poutres qu'il a posées, sans support par-dessus. Et puis bon, c'est vrai que c'est quand même des poutres très lourdes à transporter, c'est pas évident de faire ça soi-même. Donc là-dessus, globalement, on a été content, je pense. Ouais, jusqu'à ce que le lendemain, on s'aperçoive qu'en fait, il avait totalement mal vissé les vis. Toutes les vis sont vissées de côté et sont pas dans la poutre. Et je me dis, 7 000 € pour ça, c'est vraiment... En fait, c'est le résultat de quelque chose qu'on aurait pu obtenir en faisant travailler un voisin ou un ami, parce que c'est pas très professionnel. Ça a été fait assez rapidement, mais les finitions n'étaient pas du tout là et quelques erreurs. Là-dessus, on a fonctionné un peu de façon hybride parce qu'on a une partie du travail était réalisée par le professionnel et la seconde partie, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Les panneaux sandwich, c'est nous qui les avons fait venir pour finir l'isolation du toit. On les a fait venir par un énorme camion et puis on a appelé quelqu'un sur le Bon Coin qui avait une grue pour qu'on puisse les poser nous-mêmes. Alors ça nous a pris peut-être 2 jours de travail, mais bon, on a pu baisser les coûts. Voilà, donc ça c'était le premier gros poste de dépense qui a bien grévé le budget. Et ensuite, on s'est attaqué à la rénovation, donc on a essayé de voir ce qu'on pouvait changer dans l'agencement des pièces, surtout au niveau de la cuisine, qu'on voulait créer une ouverture vers la salle à manger. Donc on a fait venir un maçon qui nous a fait une ouverture de ce mur porteur. Pour le coup, comme c'était un mur porteur, on ne voulait pas le faire nous-mêmes. C'était dans les 1500 € l'ouverture. C'est beaucoup de main-d'œuvre finalement, ce type d'ouverture. Et puis d'expérience, parce que forcément, la personne sait comment bien faire l'ouverture, consolider le mur pour que tout ne s'effondre pas. Alors on s'est aperçu qu'il y avait une petite fissure qui était apparue ensuite à l'étage juste au-dessus de là où il y avait l'ouverture, donc on se demande si c'est pas lié à ça. C'est vrai que la finition, juste après, c'était très brut. Il y avait des éclats de béton qui étaient allés sur le mur, qui n'ont pas été enlevés, donc ça a séché et puis c'est très dur à enlever. Je trouve que c'est un bon exemple parce qu'il nous avait proposé à la base 500 € supplémentaires pour faire une voûte. Et finalement, on n'a pas pris cette option supplémentaire, on s'est dit qu'on allait la faire nous-mêmes. Je vais vous montrer d'ailleurs très rapidement le résultat. Je crois qu'on ne vous l'avait pas filmé jusqu'à présent. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que cette voûte nous a coûté peut-être 30 € à réaliser. On a fait ça en placo, il y a des tutos
sur YouTube qui existent. Ensuite, un autre avantage, je dirais que c'est la rapidité d'intervention. Quand on passe par un professionnel, forcément c'est son métier. Donc une tâche qui va nous prendre pas mal de temps parce qu'il faut qu'on l'apprenne, qu'on se renseigne, qu'on teste, qu'on fasse les premières erreurs, qu'on rachète éventuellement du matériel, des matériaux, etc. On va passer beaucoup plus de temps à la faire. Donc c'est vrai que ça peut être un avantage quand on est pressé par le temps, on veut vite aménager dans la maison ou la finir. Il y en a beaucoup qui travaillent et qui veulent faire des travaux en même temps. C'est parfois pas réalisable de mener les deux en parallèle. Donc ça vaut parfois le coup de passer par des artisans quand on a un job à plein temps et qu'on n'a pas envie de sacrifier tous les week-ends. Ensuite, il y a aussi l'aspect un peu légal, entre guillemets. S'il y a des malfaçons, on se dit que pour les choses vraiment importantes comme l'ouverture des murs porteurs, il vaut mieux faire appel à un professionnel et si vraiment il y a des dégâts, au moins vous pourrez vous retourner vers lui avec son assurance décennale. Ouais. Ça touche pas tous les corps de métier, mais l'assurance décennale est obligatoire dans certains secteurs, notamment tout ce qui touche à l'installation de poêle à bois, la destruction de murs porteurs. Sur 10 ans, l'ouvrage est assuré et le professionnel a l'obligation de venir pour arranger l'œuvre si ça a été détérioré. Et je dirais qu'un dernier avantage de passer par un professionnel, c'est que ça nous économise des efforts. Et puis si on n'aime pas ça, on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes, on n'est pas toujours en très bonne santé ou on n'a pas la capacité de le faire aussi. Donc voilà, le professionnel reste une bonne option dans tous ces cas-là. Beaucoup de nos proches nous ont prévenus que les travaux, ça pouvait mettre à mal les couples. Et je pense qu'effectivement, c'est source de conflits, source de problèmes. Vous le verrez sur les vidéos qu'on sortira à l'avenir sur la réalisation de choses multiples. Tout ne se passe pas comme prévu et ça peut mettre les nerfs à rude épreuve. C'est vrai que quand on a aménagé, on a décidé de faire appel à des professionnels, comme vous le disiez, pour la véranda, pour l'ouverture des murs porteurs. Aussi pour changer les fenêtres, on a installé des doubles vitrages en bas. Mais très vite, on s'est aperçu que ça nous revenait hyper cher et on avait explosé le budget. Et donc je pense que c'est la raison numéro 1 pour laquelle on a décidé de faire les travaux nous-mêmes. Je pense que c'est le scénario qui revient tout le temps. Au début on se dit tiens on a un petit peu d'argent, on va passer par des professionnels, c'est le plus simple. Et puis les économies qu'on peut avoir fait dans le passé partent vraiment très vite quand on passe par des professionnels pour les travaux. On va vous donner quelques chiffres histoire d'être un peu plus précis. Et du coup là on passe à la partie inconvénient. Ouais, l'inconvénient avec le risque financier en priorité. Pour les doubles vitrages, on a eu un devis à 20 000 euros. C'est-à-dire que pour changer tous les doubles vitrages, les portes-fenêtres, les vitres, tout, il fallait dépenser 20 500 euros dans le devis qu'on avait reçu. Pour une dizaine de fenêtres et 4 portes-fenêtres. Ouais. Du coup, on a fait une première partie seulement par l'entreprise et puis la seconde partie, on va la faire nous-mêmes. Sur le devis à 20 500, si on faisait tout nous-mêmes, j'ai fait les calculs en prenant les mêmes références sur le site Brico Fenêtre, on avait à payer seulement 7 000 euros. Après, c'était à nous de tout faire. Donc là, par exemple, on va recevoir une porte-fenêtre le mois prochain, en février. La porte-fenêtre nous coûtait 900 euros chez l'entreprise, avec la main-d'œuvre comprise, et elle nous a coûté seulement 400 euros à faire sur mesure avec la livraison comprise. Donc c'est une économie de 2 fois en achetant nous-mêmes et en faisant nous-mêmes par rapport à passer par un professionnel. Et ce ratio varie d'un artisan à un autre, notamment pour les poêles à bois. Bon, on a plein de choses à vous dire sur les poêles à bois, mais on a eu un devis à 7 000 euros. Sur les 7 000 euros, le faire nous-mêmes, ça nous aurait coûté seulement 2 700 euros en prenant les prix grand public. J'ai fait une entreprise dans l'installation des poêles à bois à le ramonage, donc je connais vraiment bien le coût de ces produits et la marge que s'est fait l'entreprise. Est-ce qu'on peut la citer ? Ouais. Invicta, je t'en veux énormément. La marge que s'est fait Invicta sur cette installation, elle est vraiment monstrueuse et l'installation s'est très très mal passée. Ils ont dû revenir à plusieurs reprises, on nous a volé des choses dans la maison, C'était une catastrophe. En fait c'est ça le souci, quand on passe par des professionnels, je pense qu'il y en a qui appliquent des prix justes, mais il y en a d'autres qui ont des marges énormes. Et d'ailleurs en discutant avec des professionnels, on s'aperçoit que c'est un peu des fois à la tête du client, que pour certains ils n'ont pas forcément envie de faire l'intervention, donc ils vont mettre des devis hyper chers. Ouais, c'est très répandu cette façon de faire. Mais bien au-dessus du prix du marché, donc vraiment faites attention, faites faire des devis pour comparer et pour avoir une fourchette de prix de ce qui est normal. Mais il y a des gens qui se rendent pas compte et qui acceptent du coup les devis faits par des professionnels qui sont bien surestimés au niveau des coûts.
D'ailleurs, c'est un beau conseil qu'on peut vous donner. Quand vous avez des devis, les professionnels doivent forcément vous mettre le prix du produit, des matières premières, et puis une autre ligne pour la main-d'œuvre. Vous pouvez très facilement regarder sur internet et vérifier que le prix du produit est cohérent avec ce que vous pouvez avoir sur internet ou dans les magasins, parce que beaucoup se font une marge sur les produits et non pas que sur la main-d'œuvre. Ouais, et là par exemple, je me suis aperçue dans la dépendance, il y avait un mur avec une énorme fissure qui menaçait de s'écrouler. Donc on a fait appel à un maçon qui est venu mettre une croix pour renforcer le mur avec un tirant. Et en fait, bon, déjà, entre le moment, et ça sera le second inconvénient, les délais, entre le moment où on a signé le devis et où il est venu, il s'est écoulé 1 an. Et il a fallu le rappeler plusieurs fois. Voilà, après, il a trouvé des excuses et puis il avait beaucoup de travail à côté, mais n'empêche, c'est quand même énorme. Ouais, on avait versé la compte et c'est pas normal d'attendre 1 an pour avoir là-dessus, du coup, je me suis renseignée et le prix sur Internet pour acheter ce tirant-là, comparé à ce qu'il nous a mis sur le devis, ça avait vraiment rien à voir. Donc je pense qu'en le faisant nous-mêmes ou même en appelant un voisin ou quelqu'un qui s'y connaissait un peu, on aurait pu économiser plus de 10 fois le prix qu'il nous a facturé. Et il y a 2 autres retours d'expérience qu'on peut vous faire à partir de cette histoire. Le premier retour, c'est qu'il y a plein de plateformes, notamment Allo Voisin, où on peut facilement trouver des gens. C'est peut-être pas des professionnels, mais ils peuvent avoir de l'expérience dans le domaine. Il y a des professionnels aussi. Il y a des professionnels aussi qui font ça. Et deuxième retour d'expérience, c'est toi alors qui me disais qu'en fait, dans le devis, on peut demander à mettre une date de la fin de chantier. Alors ça, tout à fait, au niveau des délais. Et ça, c'est aussi des retours que j'ai eu de pas mal de monde, de collègues qui se sont lancés dans des travaux de rénovation. On a tendance à vouloir aller vite, payer vite la compte, et on se rend pas forcément compte des petites lignes, par exemple, dans les devis. S'il n'y a pas une durée sur laquelle le professionnel s'engage à vous faire les travaux, eh ben, il va forcément avoir tendance à étirer les délais. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et si vous pouvez négocier que sur le devis, par écrit, il s'engage à avoir réalisé les travaux autant, et sinon il y aura des pénalités, c'est vraiment mieux. Donc, voilà, on doit parfois attendre pour faire d'autres chantiers parce que le premier chantier doit être fait avant le second. Vraiment essayer de se prémunir de ça et de demander à ce qu'il s'engage sur des dates, des délais vraiment précis. Invicta avait mis aussi plus de 1 an à finaliser l'installation des 2 poêles. On a eu le temps d'avoir bien froid en attendant. Ouais. Et je dirais que le dernier risque, et pas des moindres, c'est le risque d'arnaque. Donc tout ce qui est abandon de chantier, faillite de l'entreprise, malfaçon, et puis la personne disparaît derrière. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé pour la fosse septique et le terrassement. Donc on voulait avancer, aller vite, on avait l'obligation légale dès 1 an pour refaire notre fosse septique. On a fait venir plusieurs professionnels et il y en avait un avec qui on s'entendait bien, il était venu voir toute l'installation, il nous a vraiment mis en confiance, il nous a dit qu'il avait l'habitude de faire ce genre de travaux. Son devis était moins élevé que celui des autres, ce qui aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille. Et on était dans les 14 000 euros, je crois. Ouais. On a payé le premier acompte et il est venu rapidement pour le coup, il a commencé à faire des tranchées, on vous mettra des photos, des vidéos. Parce qu'il y avait 2 chantiers bien distincts, il devait d'abord faire la fosse septique et après faire le terrassement. Il a fait venir la fosse et ensuite c'était la période des fêtes. Il nous a dit, écoutez, là j'ai la possibilité d'avancer sur votre chantier, je peux faire le terrassement, mais du coup je vais devoir acheter les matières premières. Et comme c'est le second chantier, il nous a dit est-ce que ça serait possible de repayer un acompte, comme ça j'avancerai et tout sera terminé rapidement. On a payé une seconde fois l'acompte en se disant de toute manière il s'est quand même bien investi sur ce chantier, il laissait du matériel parfois, notamment une mini-pelle. Donc voilà, et puis à partir de ce moment-là, on a eu beaucoup d'excuses pour pas venir. Donc à chaque fois il nous disait oui je viens. Déjà il s'était engagé sur le fait qu'au Nouvel An c'était fini, on arrive, ça avait pas du tout avancé. Donc on lui a demandé qu'est-ce qui se passait. Il nous a dit ma femme a accouché. Normalement c'est assez prévisible ce genre de choses, mais bon, passons.
Ensuite, il nous a dit qu'il s'était fait voler de l'essence. Ah, c'était même pas des excuses, c'était il nous demandait de lui donner de l'argent pour qu'il achète de l'essence. Ouais, il nous demandait de l'argent par mail. Enfin, et là, on s'est dit, bon, ça fait vraiment arnaque, clairement. C'est vraiment Brad Pitt qui lui demandait 800 000 euros pour l'opération. S'il te plaît, tu peux me donner 600 euros pour acheter de l'essence. Bon, donc là, on lui a dit que non. Clairement, et puis il nous avait aussi enlevé l'eau. Ouais, il avait percé la canalisation en creusant, et du coup l'eau de la ville coule abondamment. Il a fallu faire appel à un technicien qui puisse venir pour fermer l'arrivée d'eau. Donc voilà, c'était que ça. Donc, on était à quasiment 8 000 euros de dépenses en acompte pour finalement un résultat de zéro, parce que les travaux qu'il avait commencé pour l'assainissement, il n'y avait rien de fini, c'était juste des tranchées dans le sol. C'est ça, il a rien raccordé, il a juste creusé des tranchées pour mettre à nu les canalisations d'écoulement des eaux usées et basta, et un énorme trou piscine pour mettre la fosse septique. Bon, entre-temps, nous on s'était aperçu qu'il nous avait menti sur plusieurs choses, notamment la capacité de la fosse. On avait signé pour une 5000 litres et ce qu'il nous avait installé, juste posé sur notre terrain, c'était une 3000 litres. Donc déjà, première arnaque. Ensuite, il n'a jamais fait venir le service des eaux pour faire une étude de terrain. Tout ce qui est les documents au préalable qui sont nécessaires de faire avant de passer par l'assainissement. Il n'a pas non plus envoyé la demande de travaux à la mairie. En fait, il n'a rien fait de bien par rapport à l'assainissement. C'est une opération qui reste un peu complexe. Il faut faire appel à des services de l'État qui, eux, vont déjà venir valider le plan qu'on leur propose, puis après le contrôler à la fin du chantier. Enfin, là, c'était vraiment n'importe quoi. Il nous avait dit à la fin qu'il avait mal fait les calculs d'ailleurs et que finalement, ça allait faire une grosse bosse. Et du coup, il avait mal calculé son truc, qu'il n'avait pas l'argent pour installer une pompe ou je sais pas quoi, et donc que la fosse allait dépasser à moitié et ça ferait une petite butte sur notre terrain. Voilà, sympathique. Et ensuite, silence radio. Mais vraiment le silence flippant. C'est-à-dire qu'on appelait, au début ça répondait pas, ensuite le numéro n'était plus attribué, les mails ils répondaient pas. Donc là on commence à paniquer et on se dit mais on est en train de se faire arnaquer, comment réagir dans ces cas-là ? On va voir sur internet et on s'aperçoit qu'en fait on n'est pas du tout protégé en tant que consommateur quand on a signé un devis, tant que les travaux sont pas finis, il n'y a aucune garantie. Donc la personne peut prendre vos acomptes et se barrer aux Maldives et c'est ok en fait. Nous, il avait fait une SAS simplifiée. Ouais. Enfin, il avait juste mis 1 euro de capital social. SAS, SARL, les créateurs ne sont pas impliqués personnellement. C'est la responsabilité de l'entreprise et sur une faute de l'entreprise, on ne peut pas prendre la maison personnelle de l'individu parce que c'est que les biens de l'entreprise qui sont saisissables par la justice. À moins qu'on puisse dire qu'il y a aussi sa responsabilité qui est en jeu, mais c'est un petit peu plus compliqué du coup, il faut que ça soit plus grave. Donc là, en l'occurrence, on s'est aperçu... En fouillant, on s'est aperçu ce qu'on aurait dû faire, donc vraiment conseil, renseignez-vous avant. Ouais. Donc on s'est aperçu que l'entreprise venait de se créer, mais ça on le savait, il nous avait dit qu'il venait d'aménager, qu'elle était au nom de sa femme, donc ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Donc on imagine qu'il a dû faire le coup avant, en tout cas peut-être qu'il était interdit d'entreprise, parce que du coup sa femme, on n'a pas du tout échangé avec elle, il était vraiment le seul à travailler là-dedans. La thématique de son entreprise, c'était le code APE, je crois, la location d'engins, rien à voir avec l'assainissement. Ou l'assainissement, Et puis on s'est aperçu que sur les pages jaunes, en fait, les messages commençaient à arriver, on n'était pas du tout les seuls dans cette situation, et d'autres gens s'étaient fait arnaquer de la même manière. Mais c'est arrivé après que nous on se fait arnaquer, c'est-à-dire que nous, le jour où on avait signé avec lui, on n'avait pas ces messages d'autres individus. Non, sinon on allait quand même regarder un petit peu, mais voilà. Et donc là, on s'est dit, mais comment faire en fait quand on est dans cette situation ? Donc on est passé par un huissier qui a constaté l'abandon du chantier, qui a pris des photos. Ça, c'est vraiment important, je vous le conseille. Enfin, au moins, si vous passez par une procédure derrière, vous aurez ce papier qui atteste que à cette date, le chantier était donc dans cet état-là. Ils font aussi une estimation de ce qu'il a réalisé, combien ça coûte. C'est la première étape. C'est une personne du coup qui va faire un rapport. Nous, ça nous a quand même coûté 325 €. Et ce rapport, elle va l'envoyer
par courrier recommandé à l'entreprise. Donc nous, on avait fait aussi une lettre de mise en demeure avec accusé de réception qui nous est revenu parce qu'en fait, son adresse, il avait dû mettre un autre nom sur la boîte aux lettres. Bon, en tout cas, le courrier nous est revenu. Mais une fois qu'on est passé par l'huissier, je pense quand même que ça lui a fait un peu peur. Il a dû recevoir ce courrier de l'huissier. Et ils nous ont rappelé en nous disant il faut qu'on discute. Oui, effectivement, fallait qu'on discute. Donc il est venu chez nous pour nous dire que en fait il avait préféré avancer sur un autre chantier parce que les clients lui mettaient la pression et qu'il s'en voulait plutôt que d'être venu chez nous, d'être allé chez ces gens-là qui finalement ne l'avaient pas payé. Voilà, que bon, en gros, il n'endormait pas très bien de ce qu'il nous avait fait, mais ce qu'il proposait, c'était de reprendre le chantier. Nous, on lui a dit qu'on préférait qu'il nous rembourse ce qu'on avait commencé à verser et qu'il fasse jouer éventuellement ses assurances, comme il nous avait dit qu'il avait aussi des assurances qui pourraient éventuellement nous rembourser. Et finalement, ça s'est soldé qu'il nous a plus répondu. On est allé voir un avocat qui nous a dit vous pouvez vous lancer dans une procédure en justice. Fallait qu'on prenne un avocat parce que le montant du litige était de 8 000 €. Enfin, ça dépassait un certain seuil. Donc ça nous aurait coûté en avocat. Tout ça pour derrière, sans doute rien à voir parce qu'il avait repris tout l'argent de l'entreprise qui était au nom de sa femme. Les avocats étaient très pessimistes sur l'issue de l'affaire. On avait même contacté l'émission de M6 avec Julien Courbet. On a eu un contact de cette émission et il nous a dit que l'affaire les intéressait, mais par contre, eux, ce qu'ils pouvaient faire, c'était simplement obliger la personne, l'artisan, à revenir finir les travaux. Et nous, on voulait pas qu'il vienne finir les travaux. Pour nous, il n'avait pas du tout les compétences pour aller au bout de l'assainissement. On voulait simplement un remboursement et l'émission ne pouvait pas... Finalement, remboursement qu'on n'a jamais obtenu. On a 1 an pour porter plainte. Donc lui, il s'est mis en liquidation. Là, l'entreprise, on est allé voir le liquidateur. Ouais. Qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent sur les comptes, donc voilà, globalement. Et de toute façon, l'argent, s'il en reste, il sera utilisé d'abord pour payer l'État, les fournisseurs, donc clairement, vous êtes la dernière roue de la charrette. Donc là, ça nous a vraiment refroidi cette affaire, parce que c'était une somme importante pour nous. C'était vraiment un chantier qu'on avait jugé prioritaire pour la maison. Et ça nous a mis vraiment dans l'embarras. Ça a retardé beaucoup de on a pris chantiers. Énormément de retard sur les travaux pour notamment la dépendance. On a dû faire nous-mêmes le terrassement, ce qui n'est pas du tout évident parce qu'on a dû louer des machines qu'on n'avait pas l'habitude de conduire. Mais et on se retrouve avec un terrain avec des grosses tranchées de partout parce que clairement l'assainissement, du coup pour l'instant on essaie d'économiser pour le faire sans doute nous-mêmes après avoir consulté le service des eaux. Mais voilà, c'est une situation compliquée. Donc voilà, les artisans globalement, pour conclure là-dessus, ça dépend vraiment de vos moyens déjà, mais aussi de vos compétences ou vos appétences en matière de travaux, de bricolage. Si c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse, allez-y, renseignez-vous. Maintenant, il y a tellement de vidéos sur le sujet. Je pense que vous aurez de quoi vous occuper et le faire, en tout cas dans les délais qui vous intéressent, avec la finition qui vous va. Et par contre, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé, si vous voulez vous rassurer, c'est toujours mieux de passer par un artisan. Mais faites vraiment attention à la fois à l'entreprise, c'est-à-dire depuis quand elle est créée, c'est les garanties, je sais qu'il y a des certifications RGE, etc. Faites-vous aussi conseiller par vos proches ou les gens du coin. C'est vrai que nous, quand on est arrivé, on connaissait personne. Mais finalement, après, en discutant avec les gens, ils nous ont dit « Ah, mais vous auriez dû nous demander, nous, on est déjà passé par tel ou tel professionnel, on sait qu'il travaille bien. » Donc ça, le bouche à oreille, ça fonctionne bien. Regardez les avis Google aussi, ça peut aider. Et je dirais même, faites-vous conseiller également sur les groupes d'entraide sur Facebook. Je sais qu'il y a plein de groupes sur le bricolage où des gens envoient des devis en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour refaire une salle de bain ou j'en sais rien. » Et il y a énormément de retours hyper constructifs. Et je trouve que c'est un peu l'avantage qu'on a, nous, à notre époque. Tous ces outils digitaux, les réseaux sociaux, les forums, c'est très pertinent et ça peut être source de beaucoup d'informations intéressantes. C'est ça. Et si vous décidez de faire ça vous-même, comme Alexandre a décidé de le faire pour pas mal de choses, continuez à nous suivre. On espère vous donner des petites astuces et puis on sera curieux de savoir, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous.